Voilà, je vous propose donc de commencer donc notre séance du conseil municipal, sachant que j'ai reçu un certain nombre de procurations et ça continue à arriver d'ailleurs, on me les remet au fur et à mesure. Donc on y va. Amandine Jaffre donne rendez-vous à donne procuration à Liliane Loisel. Marguerite Bourdonnais donne pouvoir à Christian Catherine. Daniel Le Reculé donne pouvoir à Michel Louiset. Alain Civilise à Marie-Jo Le Renard. Valérie Lejuez à Geneviève Gosselin ou à Jean-Claude Magalhaes. Mais Jean-Claude Magalhaes, pour l'instant, n'est pas là, il n'est pas arrivé encore. Eliane Hardy donne pouvoir à Dominique Vaillé. Christian Bernard à Jean-Pierre Le Bourgeois. Hervé Corbin à Régine Villedieu. Géraldine Morlet à Sophie Herry. Et Jean-Claude Magalhaes, jusqu'à son arrivée, donne pouvoir à Daniel Chenina. Hop, je donne ça derrière. Voilà. En introduction à ce conseil municipal, il ne vous a pas échappé que lundi prochain, ça sera un grand jour pour Cherbourg, donc lundi 30 septembre prochain. C'est un honneur de recevoir dans notre ville le président de la République. C'est à la fois un honneur, mais je pense que c'est aussi une marque de reconnaissance de ce que notre ville apporte à la nation. Et c'est vrai que nous sommes largement contributifs, nous, au niveau de la ville, de l'agglomération ou du bassin d'emploi, à la fois au niveau national et international, dans le secteur de la production d'énergie conventionnelle et du retraitement des combustibles nucléaires. Demain, et ça fera l'objet du déplacement du président de la République, nous serons bien évidemment au niveau national largement contributifs dans le domaine des énergies marines renouvelables. Nous sommes aussi, et ne l'oublions pas, et d'ailleurs la visite, on en parlera tout à l'heure, puisqu'il y aura un déplacement sur l'abeille, montre aussi que nous sommes contributifs au niveau de la sécurité maritime européenne à travers cette mer de la Manche qui est la plus fréquentée du globe. Et puis aussi, nous sommes bien évidemment, mais ça de par tradition depuis plus d'un siècle, contributifs au niveau de la dissuasion nucléaire en construisant ici à Cherbourg-Octeville les sous-marins qui sont vecteurs de cette dissuasion. Nous sommes bien évidemment, ça fera l'objet de la visite, contributifs en ce qui concerne la construction navale et au titre des exportations. Et puis on pourrait bien évidemment citer de nombreux autres exemples dans le domaine de l'ingénierie, des systèmes d'information, de l'agroalimentaire. Pour votre information, donc, cette visite du président de la République dans le programme tel qu'il nous a été communiqué donc, va se dérouler en 3 temps. Dans un premier temps, donc, il y aura une visite aux constructions mécaniques de Normandie avec le découpage de la première tôle du chantier, donc du Cotra du Mozambique. Puis ensuite, il y aura un embarquement sur l'abeille Liberté, donc, qui permettra justement de découvrir l'ampleur des travaux qui seront réalisés dans la rade et pour lequel d'ailleurs nous aurons tout à l'heure à nous prononcer. Et puis il y aura également dans la Cité de la Mer une table ronde à laquelle les membres du conseil municipal sont invités. Vous allez recevoir par mail, c'est peut-être déjà fait, vous voyez, c'est fait. Donc à la vitesse de la lumière, les invitations sont arrivées. Donc de Madame la Préfète, vous avez reçu normalement une invitation pour vous rendre à la Cité de la Mer à 11h15 dans la salle des Pas Perdus. Oui, alors après il y a les modalités, puisque la table ronde commencera à 11h15, mais après il y a des modalités pratiques où vous êtes invité bien évidemment à être un peu plus tôt pour assister donc à cette table ronde. Donc, vous voyez que c'est un programme qui sera dense, qui sera chargé, mais qui est tout à fait symbolique de l'ensemble de nos secteurs d'activité qui sont en développement et qui, comme je le disais tout à l'heure, sont des secteurs pour lesquels Cherbourg et son bassin d'emploi contribuent d'une certaine façon au rayonnement de notre nation. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je vous propose, j'ai une autre information, donc vous savez aussi qu'il y a un certain nombre de difficultés qui se posent sur le centre hospitalier public du Cotentin et nous allons avoir donc à l'initiative de l'intersyndicale donc une
une visite de l'intersyndicale des salariés, à peu près vers 17h, 17h15. Donc on fera une interruption de séance pour leur donner la parole. Ce que je vous propose donc, c'est bien maintenant donc d'entamer notre ordre du jour. L'ordre du jour, il commence par l'approbation du compte rendu de la séance précédente du Conseil municipal. Est-ce qu'il y a des remarques? Eh bien, ce compte rendu est adopté à l'unanimité. De même, vous avez reçu, donc c'est la délibération 2013-168, vous avez reçu, donc au titre du Code général des collectivités territoriales, les délégations de pouvoir au maire. Est-ce que vous avez des questions particulières à poser sur les différentes décisions qui ont été prises conformément donc à cet article 2122-22 du Code des collectivités territoriales? Donc nous prenons acte de ces documents. La délibération 2013-194, donc elle est tout à fait en relation avec la visite de Monsieur le Président de la République, puisqu'elle concerne l'enquête publique qui est relative à l'adaptation du port de Cherbourg, qui porte sur à la fois des améliorations des accès nautiques et sur l'extension des terre-pleins portuaires et la mise en compatibilité du PLU intercommunal de la communauté urbaine de Cherbourg, pour lequel on nous propose un avis. Donc vous le savez, on en a déjà longuement parlé, mais il est quand même intéressant de redonner quelques petits éléments de contexte. Vous savez que Port Normand Associés a libéré sur les emprises foncières existantes sur le port de Cherbourg 38 hectares. Ces 38 hectares, ils ont une triple fonction. La première, c'est d'accueillir une usine de pales, usine de pales qui fait d'ailleurs l'objet d'une enquête Institut classé protection de l'environnement et dont le permis de construire devrait être déposé à l'issue de cette procédure ICPE d'ici quelques mois au plus tard et au plus tôt d'ici quelques semaines. La deuxième vocation, c'est d'accueillir ce qu'on appelle une usine de mâts. Cette usine de mâts, elle fera de la même façon fera l'objet d'un dépôt de permis de construire. Et puis enfin, la troisième vocation, c'est d'être le hub d'assemblage de ces éoliennes qui seront ensuite implantées sur le site de Courseulles. Pour mémoire, le débat public, d'ailleurs qui s'est extrêmement bien passé sur le site de Courseulles, le site de Courseulles, c'est 450 mégawatts. Et c'est à peu près, c'est 75 éoliennes d'une puissance de 6 MW chacune. Ces éoliennes, elles seront assemblées à Cherbourg ou préassemblées, 2 pales sur 3, et puis ensuite elles seront transbordées jusqu'à leur site d'implantation définitif. C'est à signaler que les pales et l'équipement des mâts sera fait à Cherbourg, que les autres composantes, notamment la turbine et la nacelle, elles proviendront de Saint-Nazaire. À partir de ce moment-là, et d'ailleurs ça fait partie des travaux qui sont en cours actuellement et que pourra découvrir Monsieur le Président de la République, Port Normand Associés est en train de procéder à une extension actuelle du linéaire du quai des Flamands, donc extension de 220 mètres plus 120 mètres de retour, donc 320 mètres, ce qui va porter le quai des Flamands à 580 mètres plus 100 mètres de retour, donc ce qui fait quand même 680 mètres, ce qui n'est pas négligeable, avec une portance au sol de 15 tonnes par mètre carré, donc ce qui va permettre d'accueillir ce qu'on appelle communément des colis lourds. Et avec ça, avec ces 38 hectares occupés et le quai, nous avons d'une certaine façon réglé une partie des obligations contractuelles que l'on a avec le éolien maritime France pour permettre le développement de cette filière d'éoliennes offshore et notamment du site de Courseulles. Mais au-delà des éoliennes, il y a aussi ce que l'on appelle les hydroliennes. Et dorénavant, l'appel à manifestation d'intérêt, ce n'est plus un secret, va être lancé maintenant très rapidement. Il va être dévoilé donc la semaine prochaine. Et cette activité d'hydrolienne, elle va générer pour les industriels qui se positionneront peut-être dans un premier temps, je ne sais pas si c'est dans le premier temps, on est en train de regarder ça sur ce qu'on appelle les fermes pilotes, mais au moins dans la phase industrielle,
ils auront besoin de terre-plein supplémentaires, d'où la nécessité de se lancer dans une procédure d'extension de nouveaux terre-pleins, et ça pour une capacité de 39 hectares. Donc, je vous montre un peu l'ampleur du projet. Cette opération, elle a un double avantage. C'est que par le mécanisme des déblais-remblais, ça permet de continuer à creuser un chenal d'accès dans notre grande rade et pour accéder au futur quai. Donc on va, d'une certaine façon, augmenter les capacités d'accueil, on va améliorer la desserte nautique du port et donc de son attractivité en faisant des opérations de dragage qui vont ensuite servir à réaliser ces terre-pleins. Donc c'est une double opération qui permet, avec un investissement conséquent de 60 millions d'euros, donc qui nous permet à la fois d'augmenter les capacités nautiques du port et puis de réaliser ces terre-pleins. Alors il est évident que ce qui est important, c'est de purger, si on peut dire, les procédures administratives. PENA a employé une méthode que je trouve tout à fait pertinente, puisque en préalable à l'enquête publique, il y a eu une large concertation d'ailleurs qui s'était déroulée ici à la ville à Cherbourg et comme à Tour-la-Ville, et qui avait permis d'une certaine façon déjà de recueillir les premiers sentiments des uns et des autres, de façon à finaliser le dossier final d'enquête publique. Et on remarque, puisque l'enquête est close, elle s'est déroulée du 20 août au 19 septembre, eh bien l'on remarque qu'il n'y a pas eu de remarques particulières sur cette extension. Il y a un avis plutôt positif qui se dégage largement, très largement, qui se dégage, et tout ça avait été prévu et grâce à la concertation qui s'est déroulée en amont. En ce qui nous concerne, nous, la ville de Cherbourg-Octeville, il nous est proposé d'émettre un avis relatif à ce projet. Donc aussi, bien évidemment, je vous propose d'émettre un avis favorable au projet relatif à l'amélioration des accès nautiques et à l'extension des terre-pleins portuaires du port de Cherbourg et à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Cherbourg de la communauté urbaine de Cherbourg. Voilà, y a-t-il des demandes d'intervention sur ce dossier ou doit-on passer directement au vote ? Il y a eu beaucoup d'informations qui... Voilà, donc je me félicite que nous soyons aujourd'hui amenés à nous prononcer sur cette étape importante et qui est aussi symbolique puisque notre délibération, elle interviendra quelques jours avant la venue du président de la République. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité et je vous en remercie. La délibération suivante, 2013-232, donc c'est une délibération qui concerne la constitution d'une servitude de passage pour l'extension du golfe des Roches à la glacerie. Dans le cadre des acquisitions foncières, donc nous avons acquis un peu plus de 25 hectares. Parmi les terrains acquis, figurent des parcelles qui appartiennent au consort Crowville pour une surface d'un peu plus de 2 hectares. Et afin de permettre aux vendeurs de continuer à exploiter les propriétés riveraines. On est sur les propriétés riveraines. Donc le conseil municipal est sollicité pour consentir une servitude de passage. Voilà, c'est assez technique, mais ça permet d'assurer la continuité de l'activité de ces agriculteurs. Je rappelle pour mémoire qu'au niveau du Golfe, nous avions acquis des terrains en capacité supérieure à ce que nous allons utiliser, puisqu'il y a une partie qui sera justement rétrocédée ou qui est en cours et qui a déjà été faite, d'ailleurs pour une grande partie, aux agriculteurs pour qu'ils puissent continuer à développer leur activité. Donc là aussi, tout ça s'est passé dans une forme de concertation que je tiens à saluer. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante concerne la politique d'amélioration de l'habitat. Bon, nous avons une délibération traditionnelle sur l'aide au ravalement de façade. Là, il vous est proposé d'octroyer 2 subventions. Une première subvention de 609,08 € et une deuxième de 688,38 €. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération 227-213 concerne la présence éducative sur le net et la signature d'une charte départementale et d'une convention avec la Maison des adolescents de la Manche. Donc, ce qu'il faut que, comme c'est expliqué dans l'exposé, en septembre 2012, nous avons répondu à un appel à projet tout à fait innovant qui a été lancé par la Caisse des allocations familiales de la Manche pour la mise en place d'une expérimentation de 3 ans sur un projet de présence éducative sur le net.
donc après plusieurs phases d'études et de présentation. Donc 11 animateurs, éducateurs, agents municipaux ou personnel associatif assurent sur les réseaux sociaux une trentaine d'heures de permanence par semaine, avec lequel ils peuvent avoir du face-à-face avec des jeunes pour discuter d'un certain nombre de sujets et ainsi avoir une présence éducative sur le net. Le contact, à l'heure actuelle, est établi avec 900 jeunes de manière régulière, donc c'est extrêmement important. Bien évidemment, ce projet, il se fait en lien avec la maison des adolescents, qui a la charge de l'animation du réseau départemental des professionnels qui s'appelle les promeneurs du net. Donc cette charte, comme vous avez pu le découvrir, donc elle pose les règles de bonne conduite dans cet espace qui est maintenant ce qu'on appelle la rue numérique, qui est cet espace virtuel, mais qui est de plus en plus utilisé par ses usages, notamment au niveau des jeunes et des adolescents. Donc cette charte qui va donc s'imposer à tous les agents et personnes donc, qui seront en contact avec les jeunes par le biais de cette opération. Donc il est demandé d'en approuver donc la signature, de m'autoriser à signer donc, cette charte départementale, et puis la convention ensuite pour l'utilisation du logo et du nom promeneur du net. Y a-t-il des remarques, des oppositions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération de 2013-230 concerne la dénomination de l'esplanade du centre culturel. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans le cadre dans le prolongement de la ZAC des bassins, le centre culturel va être doté d'un espace qui va être devant, qui va être un peu fermé, hein, il faut le dire, même s'il va être ouvert à l'est et à l'ouest, mais il va être fermé dans sa partie sud, notamment par un jardin. Jardin sur lequel il y aura des statues, donc il y aura la statue d'Alexis de Tocqueville, Roland Barthes, je sais que Roland Barthes, Barbé de Revilly, etc. Donc voilà. Ce jardin, donc, il sera d'une certaine façon fermé, même s'il y aura des circulations, et derrière, il permettra le prolongement de la rue Vatel. À ce titre, donc, comme nous l'avons fait en continuité donc, avec les opérations précédentes, nous vous invitons donc à délibérer sur le nom de cette esplanade. Alors, quand on choisit un nom, c'est jamais simple. On peut choisir un nom local, on peut choisir un nom d'un personnage, on peut choisir un nom, et c'est l'option qui vous est proposée, d'une valeur. On a vu dans beaucoup de villes la rue de la Fraternité, la rue de la Liberté, etc., etc. Il vous est proposé de dénommer cette esplanade l'esplanade de la laïcité. C'est un sujet qui a fait l'actualité il y a quelque temps, notamment avec la charte de la laïcité à l'école, qui a été présentée par le ministre de l'Éducation, et charte que j'espère que vous avez lue parce que je la trouve extrêmement intéressante. Vous savez que la laïcité, c'est le cadre qui permet à ceux qui croient comme ceux qui ne croient pas de vivre ensemble, et à ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, à l'inverse, de respecter les valeurs de la République. Et à ce titre, donc, le ministre est extrêmement clair. La laïcité, elle permet de rappeler les règles qui nous permettent de vivre ensemble. Ce n'est pas une entrave à la liberté, je cite le ministre, hein, mais la condition de sa réalisation. Elle n'est jamais dirigée contre les individus ni contre leur conscience, mais elle garantit l'égalité de traitement de tous les élèves, c'était pour la charte de l'école, hein, et de toutes les exclusions. Elle est donc, cette charte de la laïcité, donc, nous l'avons reçue, et je pense qu'elle est maintenant affichée dans les écoles, ou du moins ça ne saurait tarder, puisque ça fait partie des missions qui nous sont incombées, de même que, d'une certaine façon, la promotion des valeurs de la République. Et à ce titre, c'est vrai qu'au fronton de la mairie, je n'ai pas constaté, mais on aura l'occasion d'en discuter, hein, que nous ayons la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Donc c'est quelque chose qu'il faudra qu'on s'y emploie. Bon, c'est peut-être le poids de l'histoire, le fait du bâtiment, mais c'est important. Nous sommes dans une société où le vivre ensemble est extrêmement important, et il faut rappeler les valeurs républicaines. C'est dans ce cadre donc, que nous vous proposons de dénommer donc, cette esplanade de la laïcité. Est-ce qu'il y a des remarques?
Je soumets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité et je vous en remercie.